Cette balado a été enregistrée le 10 janvier 2025 lors de la journée initiative organisée par Marie-André Croteau et Marc-André Girard. Alors, je suis avec deux participants de la journée initiative. Je suis avec Alexandre. et Laurie Bédard. Alors, vous avez monté un projet, je pense, concernant l'IA. Oui, effectivement, au CSSMI, à partir en fait d'un grand comité où s'est rassemblé tant des conseillers pédagogiques que des gestionnaires, que du personnel plus administratif. Même l'avocat. Même l'avocat, oui, effectivement. On a développé un comité qui a découlé d'autres travaux, dont un parcours de formation. Alex, tu veux nous en dire plus? Notre mandat, c'était de faire un parcours pour tous les employés, pas seulement les profs, même les secrétaires, les gestionnaires, tout le monde. Il n'y a que les concierges qui n'ont pas fait le parcours, je pense. On parle d'à peu près de 10 000 employés. Le but, c'était de leur donner les bases de l'IA. C'est pas nécessairement comment l'utiliser dans le détail, mais c'était de leur montrer c'était quoi nos balises qu'on s'était données pour être sécuritaire, avoir une utilisation sécuritaire de l'IA, puis avoir un peu le côté invisible de l'IA qu'on ne sait pas nécessairement quand on commence à l'utiliser. C'était ça l'idée, que tout le monde ait une espèce de base commune pour qu'on puisse ensuite aller plus loin avec. Est-ce que c'est une formation qui est obligatoire pour tous les profs? Oui, effectivement. En fait, pour tous les employés. Mais... Tout le personnel scolaire. Donc, c'est un parcours de formation en 3 volets. Premier volet qui est plus en lien avec nos balises organisationnelles, comme on disait. Ensuite, un volet plus axé sur l'éthique. Et aussi, en 3e lieu, un volet axé sur les pratiques qu'on peut... Donc, tant pour une secrétaire qu'un gestionnaire, qu'une personne enseignante. Donc, les avantages, puis comment on peut l'utiliser dans notre pratique professionnelle. Alexandre, on vient de passer un avant-midi maintenant avec la gang de Marc-André et Marie-André. Tes impressions jusqu'à maintenant? Ça nous sort de notre bulle parce qu'on est vraiment, comme Laurie et moi, on travaille conjointement. On voit ce qui a été fait ailleurs. C'est très inspirant. Ça donne envie ça donne vraiment envie d'essayer et d'aller encore plus loin en entendant ce que les autres ont fait. Laurie, c'est quoi après? Après, nous, ça va être de s'asseoir dans notre centre de service puis de voir tout ce qu'on a aujourd'hui. Là, on a été chercher là, comment on peut le mobiliser dans notre centre de service. Donc, souvent, c'est ce qu'on fait. Là, on va chercher des idées, on va lire, on s'informe, puis après ça, on redonne à notre communauté, puis on travaille ensemble dans notre communauté aussi. Peut-être faire quelque chose qui ressemble aussi à une activité similaire dans notre centre de service. Le genre de pédago, mettons, ça pourrait être pendant le pédagogique ou... Oui. Puis l'après aussi, c'est de se demander, ça va être quoi l'école à l'ère de l'intelligence artificielle? On constate qu'on n'aura pas grand choix de faire avec. T'sais, on ne pourra pas nécessairement juste se fermer les yeux puis l'éviter. Donc, c'est de penser tout de suite, ça va être quoi l'IA? Pas seulement voir les défauts actuels de l'IA puis dire, s'asseoir là-dessus, l'IA fait des erreurs des fois, on peut s'asseoir là-dessus. C'est de penser, de dire, imaginez une IA encore beaucoup, beaucoup plus performante. Qu'est-ce que ça va être l'école? Et ça s'en vient de demain, ça, oui, là. C'est dans 2 minutes. Oui. Mais je pense que c'est drôle parce que on disait, l'éthique vient d'arriver, l'éducation va changer. Ça fait 20 ans, ça, que j'enseigne, puis j'ai pas vu de gros changements. On n'aura pas le choix de passer à d'autres choses, là. Oui, effectivement, les gens qui nous convoquent, là, je dirais, pour avoir de l'information, se former, tout ça, c'est surtout en lien avec l'évaluation. Comment j'évalue? On a cette discussion-là, entre autres au secondaire, à la formation générale des adultes, parce que là, on prépare un dossier, mais les élèves le préparent à la maison à l'aide de l'intelligence artificielle. Mais là, c'est comment je peux évaluer cette même compétence-là en sachant très bien que c'est là. Je ne vais pas me mettre la tête dans le sable. Donc, c'est tout ça qu'on a à réfléchir avec les humains qui nous entourent. Oui, puis on peut utiliser l'IA aussi pour... je cherche le mot, là, ce sera pas long, ça va revenir, pour simplifier des notions qu'on a apprises à l'école. Par exemple, la fille de ma blonde, elle avait un cours de sociologie au secondaire, au cégep, puis il y a des éléments qu'elle ne comprenait pas. J'ai dit, moi, je suis allé voir ChatGPT et j'ai dit, peux-tu m'expliquer clairement qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a sorti quasiment 5 pages. J'ai dit, est-ce que tu peux encore simplifier la méthode? Ce que tu viens d'écrire, il l'a resimplifié encore. J'ai dit, regarde, tu as ton étude maintenant. Mais c'est pas juste pour faire des projets puis des travaux, c'est aussi pour apprendre. C'est l'idée dans ton exemple.
l'élève est en train d'apprendre. J'ai vu des profs qui se scandalisent de ça, qui expliquaient pas une notion, par exemple, ou qui l'expliquaient rapidement puis qui passaient à autre chose, qui se scandalisaient qu'un élève soit allé regarder, se soit fait réexpliquer par l'intelligence artificielle. Mais au fond, on a un élève qui est en train d'essayer de comprendre. C'est pas un défaut du tout. Là. C'est très, très bien. Donc, on essaye vraiment d'imaginer l'école du futur. Il faut imaginer une école où les profs vont être devant des élèves qui ont accès à des tuteurs individualisés. On peut vraiment prévoir que ça va arriver. Qu'est-ce qu'on fait alors en classe? Qu'est-ce qu'on fait? On profite du moment ensemble. Donc, ça vient un peu... on a toujours voulu que les profs aient plus de plaisir avec leurs élèves, fassent des choses inspirantes, puis tout ça, mais souvent, c'est justement l'évaluation qui nous tire vers le bas, qui nous enlève du temps, puis tout ça. Il faut voir il faut vraiment, sans oblitérer tout ce qui peut aller mal avec l'IA, mais il faut quand même voir ce qu'on peut aller chercher en éducation pour que les élèves apprennent. Mais vous parlez d'évaluation. On n'est pas sorti du bois avec cette patente-là. Là. Parce que moi, je suis en 5e année au primaire. Les parents commencent à capoter parce que là, il y a des choses au secondaire qui s'en viennent. Et c'est focus sur le bulletin. Ouais. Donc, nous, ici, dans notre petit monde, là, on aime ça, on se parle, puis on est fait, on s'en va à bonne place. Mais le mur est plus gros qu'on pense. Là. Bien, j'ai des acteurs. Moi, j'ai quand même, je vois ça positivement parce que je vois ce changement-là que je n'ai pas vu. Ça fait comme 10 ans que je suis conseillère pédagogique pour tout ce qui est numérique. J'ai été enseignante au primaire une dizaine d'années avant. On dirait que c'est la première fois que je vois des gens qui se disent « Oh, OK », qui sont très sensibilisés. Un exemple, une conseillère pédagogique en français que je rencontre dernièrement. Puis, elle voit qu'il y a des textes qui ont été générés par les IA et puis les enseignants la sollicitent. Puis là, elle se dit, oui, mais attends un petit peu, je suis quand même capable, même si mon élève a généré son texte informatif sur tel sujet avec l'IA, elle s'est questionnée, elle dit, mais je suis quand même capable d'aller évaluer certains aspects de cette compétence-là. Là, après, il reste à voir, mais justement, quelles compétences, peut-être redéfinir ces compétences-là, mais elle a dit, je suis quand même capable de voir qu'il a compris c'est quoi un texte informatif, par exemple, qui a compris la structure, qui a compris le vocabulaire et tout ça. Donc, elle est quand même capable d'aller chercher certains éléments. Donc, le questionnement que les humains qui nous entourent ont présentement, pour moi, je vois ça très, très positivement. Parce que l'élève qui fait faire un texte, par exemple, tu as compris, il faut quand même qu'il fasse une requête. Ouais. Il faut qu'il améliore la requête. En fait, il faut qu'il parle un peu à l'intelligence. Ça, c'est très drôle de dire ça. Parler à l'intelligence. Ça, c'est de l'anthropomorphisation. Oui, c'est ça. Mais en même temps, il faut quand même que l'élève relise le texte pour ne pas envoyer n'importe quoi au prof. Là. Moi, je l'ai expérimenté quand même avec je fais de l'école à la maison à mon enfant, par exemple, puis je me rends compte qu'il finit par écrire beaucoup plus à cause de l'IA. Quand je l'utilise comme tuteur, je fais des tests avec lui, là, puis quand j'utilise l'IA comme tuteur, des choses qu'on ne peut pas nécessairement faire en classe chez nous, mais je me rends compte qu'il finit par lire beaucoup puis écrire beaucoup. Puis j'invite les gens aussi à réfléchir à la présence de l'oral. Ça redonne une nouvelle importance à l'oral qui est tout le temps laissé de côté. Tout ce qu'on demande aux élèves, c'est tout le temps par écrit. Toutes les traces des élèves, c'est écrit, 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 sauf certains projets spéciaux, sauf certaines compétences parfois. Mais ça pourrait redorer l'image de l'oral. Ça nous ramène au grec ancien. Moi, ça me fait rire. Là, on dirait que ça ramène l'école. On est ensemble, on se parle. Je te parle directement, toi. Moi, j'ai un élève qui a été laissé de côté par l'école beaucoup, qui était dans le fond de classe. Il passait toujours à 60. J'allais en rencontre de parents. Les profs le connaissaient pas. Dans une période, j'ai un élève, j'ai un enfant. Je sais pas ce que ça veut dire d'avoir fait ça. Mais peut-être l'école à la maison, je pense que c'est ça. Tu sais, j'allais aux rencontres de parents, puis le prof, je voyais qu'il savait à peine de qui je parlais quand je parlais de mon enfant. Tu sais. Mais c'est dans une époque où l'oral est beaucoup plus mis de l'avant, mais il y a beaucoup plus de contacts comme ça. Donc, ça fait réfléchir. Parle à nos élèves. C'est important. Oui. Alexandre, Laurie, merci beaucoup de votre présence. Puis, belle journée encore. Lâchez pas. À plus. Bye. Je m'appelle Kevin Tarzanet. Je suis conseiller technopédagogique au Collège Sainte-Anne. Donc, je travaille à la fois pour le primaire, au secondaire, puis au niveau collégial. Ton impression jusqu'à maintenant pour la journée en intelligence artificielle? Ben écoute, honnêtement, c'est vraiment intéressant. Il y a des belles présentations, des beaux ateliers. On a entendu des experts s'exprimer. Oui, on a écouté des présentations, mais on a aussi travaillé en équipe. J'ai beaucoup aimé l'apport des autres participants, des autres équipes. Donc, quand
Donc, quand on était dans la salle, quand on écoutait les présentations, j'ai appris beaucoup de choses. D'ailleurs, je tiens à le dire, là, mais pendant la présentation de Margarida, j'ai beaucoup aimé l'exemple du chien et du tigre, là, parce qu'il y a vraiment un fond de vérité là-dedans. C'est vrai que l'intelligence artificielle ne comprend pas toujours le contexte, puis c'est un super bon exemple pour le démontrer. Puis je pense même qu'on va le transmettre aux enseignants pour qu'ils puissent le montrer en classe. J'ai toujours l'impression qu'au Québec, en éducation, on est en réaction aux nouvelles technologies. Ça fait 20 ans là, que les technos sont dans nos classes et tout ça. On est clairement encore un peu en retard avec l'intelligence artificielle, non? Ben, je te dirais, moi, je veux dire, je m'exprime au nom du Collège Sainte-Anne. Nous, on se dit toujours qu'on est un peu à l'avant-garde dans le sens qu'on expérimente des choses. On mène des activités en classe, on invite les enseignants à expérimenter différents types de projets, différents types d'activités qui utilisent l'intelligence artificielle. On a déjà mené des présentations, des formations devant les enseignants pour un peu leur montrer les bases de l'intelligence artificielle, parler de l'utilisation éthique de cette technologie-là. On vient de terminer notre politique sur l'utilisation éthique qui est responsable de l'intelligence artificielle vient d'être terminée, puis c'est là-dedans qu'on a établi les bases, fait qu'on va bientôt la présenter à nos enseignants. C'est sûr que oui, ça prendrait peut-être quelque chose de plus macro, là. Je sais que le ministère a récemment publié son guide sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les différentes écoles. Un bon guide qui reste quand même assez large. Je pense que ça prendrait, probablement la prochaine chose, ça prendrait une progression des apprentissages. Parce que là, on fait des choses, c'est un peu éparpillé ici et là, mais selon moi, il faudrait vraiment un fil continu. Je vais parler pour le secondaire, de première secondaire à cinquième secondaire et au-delà de ça même. Peut-être même commencer par le primaire. Là, ouais. Donc, ça prendrait un fil continu pour que les enseignants sachent un peu à quoi s'en tenir, quoi aborder en classe. Donc, toi, tu pars d'ici aujourd'hui avec d'autres idées, ça bouillonne un peu? Ben, écoute, on est à la moitié de la journée en ce moment. Puis oui, écoute, moi, j'ai appris quand même pas mal de choses, puis je suis certain que cet après-midi, je vais avoir l'occasion d'en apprendre encore plus. Puis encore mieux que ça, le réseautage, donc de rencontrer des gens, de leur parler, d'avoir leur point de vue, je trouve que c'est super gagnant aussi. Ça, c'est magique, hein, des journées comme ça. Merci, Kevin. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bye-bye. Salut, bye. Votre nom, madame? Nathalie Couson. Vous faites quoi dans la vie? Présentement, je suis conseillère pédagogique en français au secondaire au centre de service scolaire de la Pointe de l'Île. Ta demi-journée jusqu'à maintenant? Je vais dire, très stimulante, avec des gens qui ont une pensée élevée, avec beaucoup de créativité aussi, puis avec l'utilisation aussi de l'intelligence artificielle, même dans les présentations. Tous les gens ont utilisé en fait des outils, même certains, je les connaissais pas parce qu'il y en a beaucoup et il y en a à tous les jours qui se créent. Non, vraiment très, très intéressant. Et puis de voir aussi que on a les préoccupations des gens sont similaires. On se rejoint à plein d'endroits. Comme? Par exemple, comme l'accompagnement, tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on devrait faire et qu'on fait peut-être pas parce qu'on n'a pas conscience que ça urge. Mais il y a quelque chose qui revenait souvent quand j'ai passé aux tables, c'était le temps qu'on devrait avoir de plus pour se former, peut-être même des fois l'obligation, là, mais de se former et de discuter puis de tester des choses, d'explorer. Ça, ça fait pas partie de la philosophie, ça, encore. Non, en fait, la culture du développement professionnel, on se rend compte que c'est comme quelque chose, un enjeu qui a été mis de l'avant comme une nécessité quand même assez récemment, je veux dire, ce qui est même ce qui est un peu ahurissant même, je dirais, parce que on n'est pas une profession statique et on le voit encore moins aujourd'hui. Tu sais, quand on parlait de monde en mutation, on est dans une profession en mutation. Je pense que c'est ce qui est ressorti aussi beaucoup des discussions de ce matin, que le rôle de l'enseignant, c'est pas un métier qui est appelé à disparaître, mais c'est un métier qui est appelé à se redéfinir. Moi, comme prof, c'est quoi mon rôle aujourd'hui? Comment je le fais? Avec quel outil je le fais? Avec quelle réflexion de pédagogique dans l'utilisation des outils et tout ça, je fais. On avait ces questionnements déjà qui étaient là avec le numérique, mais là, avec l'intelligence artificielle,
Ça redéfinit vraiment le sens, en fait, de façon très philosophique aussi, notre rapport à tout ce qui est humain, le questionnement autour de l'humain, le sens de l'apprentissage. En tout cas, il y a des choses qui sont sorties ce matin. Moi, je sais pas, je serais prof aujourd'hui, je me dirais, mon Dieu, quelle chance j'ai de pouvoir accompagner les générations futures dans ce déploiement de leurs connaissances, parce que les connaissances sont fondamentales. On peut rien faire sans ça, parce qu'on sait très bien que l'intelligence artificielle peut nous inventer toutes sortes d'affaires. Oui. OK, très joli, mais aussi très absurde. Ouais. Donc, les biais, ça existe et ça nous prend une intelligence humaine pour limiter les risques, parce qu'on a parlé aussi des risques ce matin. Donc, c'est ça, c'est qu'on est dedans, les 2 pieds dedans. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte. Puis ça prendrait quand même une conscience collective. Il y a un mur qui s'en vient, là. Ben, on est pas mal dedans, là. Ben, moi, je pense qu'on est déjà le nez dans le mur. Mais est-ce que les gens sont inconfortables avec ça? Je pense pas tant, parce que ça leur a pas encore fait assez mal. Exact. Alors, Et en quelques secondes, espoir et crainte pour le futur proche. le futur proche, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est l'inéquité. C'est la fracture numérique qui s'agrandit. C'est les services, c'est la différence d'apprentissage que peuvent vivre les élèves en classe avec des enseignants qui sont plus formés que d'autres ou plus ouverts à ces nouvelles approches, en fait, avec l'intelligence artificielle, et comment on peut optimiser l'expérience d'apprentissage des élèves, comment on peut en faire quelque chose de signifiant, de plus authentique, qui a plus de valeur, qui a une plus-value vraiment pour eux dans ce monde dans lequel ils vont devoir prendre des décisions. Ouais. Et donc c'est ça, fait que je pense que en termes de pensée critique aussi, dans un monde où on voit qu'on peut manipuler l'information, moi, c'est les peurs que j'ai là, la différence de construction d'apprentissage critique, l'inéquité au niveau des expériences d'apprentissage, avec aussi des milieux qui sont beaucoup plus nantis que d'autres. Et moi, je travaille dans un milieu où la défavorisation est très élevée. Donc, c'est ça, fait que là, je m'inquiète de ça. On avait déjà une école à plusieurs vitesses. Là, est-ce qu'on va avoir des élèves qui vont sortir? Je pense que je pose une question, mais j'ai déjà la réponse. C'est déjà fait depuis plusieurs années, là. Des citoyens qui vont être plus critiques et d'autres moins. C'est déjà le cas. Mais là, je pense que c'est encore plus dangereux. Espoir, c'est une belle note, là. Ouais, l'espoir. Moi, je suis quand même quelqu'un de positif et jovial. L'espoir, c'est qu'il y ait des politiques qui se commettent et qui réfléchissent avec les gens du milieu, et pas pour nous sortir des inepties, mais qui prennent vraiment le pouls de des problématiques sociétales qui sont en jeu, et qu'on puisse travailler tous ensemble. Tu connais ma volonté de travailler avec un réseau élargi et avec une communauté. Donc, de se servir de cette intelligence collective pour travailler avec, un peu comme on l'a dit ce matin, apprivoiser le dragon, cohabiter avec lui et trouver ensemble des solutions qui feront que nous serons toujours des nains, mais sur des épaules de géants, mais que nous pourrons maîtriser. Tout ça pour faire un petit clin d'œil à Olivier Diens, il y a 10 ans, qui le disait dans une de ses conférences du Refaire. Merci, Nathalie. De rien, ça me fait plaisir. Bye bye. Alors là, je suis avec Geneviève Marcoux, coordonnatrice au service éducatif secteur jeune du Centre de service scolaire de Laval. Et je suis avec Patrick Fleury, CP, pédagogue numérique ici, local à Laval aussi. On vient de passer une belle demi-journée. Vos impressions jusqu'à maintenant? Bien, c'est riche, en fait, les échanges, le contenu qu'on reçoit, puis le fait qu'on co-construit ensemble, c'est super. On est parti avec Margarida Romero sur la créativité par rapport à l'IA. Un gros plus, les échanges très gagnantes. Nous, on est presque convaincus, ça va, là. C'est pas pour rien qu'on est ici, là. Mais il y a beaucoup à convaincre. C'est quoi les stratégies qu'on doit utiliser là, prochainement?
Ben, en fait, ben, un, de s'assurer d'une vision commune de vers où on veut s'en aller, puis s'installer des jalons où on va pouvoir apprivoiser la bête, hein, si on va être thématique avec ce qu'on a fait ce matin, apprivoiser la bête tranquillement, voir le gain, voir notre sentiment d'efficacité. Puis comme ça va aller de soi. En fait, on ne peut pas l'ignorer. C'est au même titre que la calculatrice, selon moi. Mais oui, ça à l'époque, hein, on m'en capotait, là, puis même les tics, il y a 20 ans, oh mon Dieu, ça va changer. J'existerai plus comme prof. Mais là, tu parlais de vision commune, tu parles de politique? Politique commune, assurément au niveau national, mais il faut vraiment voir macro jusqu'au micro, jusque dans la classe, s'assurer que l'élève, l'enseignant sont outillés pour pouvoir vraiment naviguer avec les balises qu'on a présentement. Puis toujours garder une vigie pour que les balises, on puisse les adapter au fur et à mesure qu'on avance avec l'IA. Patrick, j'ai posé des questions à d'autres personnes tantôt. Je pense qu'on est déjà dans le mur des technos, de l'intelligence artificielle. Comment tu vois ça dans les prochaines années? Mettons tes craintes puis tes espoirs. Les craintes, il va falloir coopérer, il va falloir du matériel aussi pour travailler en conséquence, mais ça, absolument, ça va quand même bien. Mais il faut arrêter d'avoir peur, d'embarquer dans le train et puis d'avoir un esprit critique avec tous ces outils-là, puis ça va rester des outils aussi très utiles. Espoir? Oui, beaucoup. Beaucoup d'espoir. Ouais. Alors, là, vous partez d'ici avec quoi, pour terminer? Avec le goût d'essayer, avec le goût de tenter des choses, avec le goût de réinvestir. C'est vraiment, oui. Et de prendre des idées de tout le monde puis en faire un esprit gagnant. Autant puis travailler en coopération aussi avec les TI, avec les services pédagogiques, les écoles. Donc, tout ce beau monde-là ensemble. On se rend pas compte, quand on a été CPTIC, on se rend compte des difficultés que les TI ont. Quand on est prof dans nos classes, on dit comment ça marche pas cette patente-là. Mais on est attaqué tous les jours. Hein. Un CSS est attaqué à tous les jours. Il n'y a personne qui sait ça, là, mais c'est fou comme c'est incroyable. C'est bon ce que tu viens de dire là. Je pense que c'est la première personne qui me dit que collaboration avec les TI parce qu'ils sont importants dans l'équation. Ils veulent bien faire les TI autant que nous, là. Mais on n'a pas toujours la même vision des problèmes qu'on rencontre. Mais si on partage, ça va super bien aller. Mot de la fin, 4 secondes. On se voit l'année prochaine à la même date pour voir où on en est. Plusieurs événements comme ça, gagnants. Merci à vous deux. À la prochaine. Je suis avec Jean-Pierre Dufresne, conseiller technopédagogique au Collège citoyen à Laval. Ta demi-journée jusqu'à maintenant? C'est très intéressant, comme au niveau du partage, de la collaboration. On voit qu'on est tous à des niveaux différents, mais une chose est sûre, tout le monde qui est là a un intérêt et souhaite vraiment comprendre, s'approprier, avancer, évoluer. Donc, on est dans une belle voie actuellement. Mais Jean-Pierre, on a beaucoup de travail à faire quand même au niveau national. Il y a beaucoup de travail parce que c'est pas nouveau, là, dans le sens que c'est pas juste l'IA, c'est l'intégration du numérique dans les écoles qui demeure encore un défi. On le voit souvent avec des nouveaux enseignants qui encore aujourd'hui connaissent peu les outils numériques. Donc, rajouter la couche d'une intelligence artificielle qui est capable. On est dans Star Trek, là, on est dans la science-fiction et les gens ne savent pas comment gérer cet élément-là. Fait qu'il faut pas avoir peur au moins de s'informer, au moins d'aller de recevoir de l'information, d'aller écouter des podcasts, d'écouter des influenceurs qui en parlent, des spécialistes, pour au moins te tenir à jour sur qu'est-ce qui se passe. Comme tu n'as pas besoin d'être capable de l'utiliser, mais au moins savoir qu'est-ce qui existe. Ça va tellement vite. Du jour au lendemain, on me propose des applications et 2 semaines plus tard, il y a un upgrade qui a été fait où la version gratuite est devenue payante. Fait que tu peux pas te tenir à jour, mais au moins savoir qu'est-ce que ça existe, des possibilités. On va voir l'avenir. Mais je suis d'accord avec toi, ça va très vite. Là, même que là, on parle et il y a déjà des choses qui ont avancé puis qu'on ne sait pas encore. On est quand même en retard, là. Je veux dire, on n'est pas... moi, dans ma tête, l'éducation, là, on est en avant de tout le monde. Attends un peu, je m'explique. Non, mais tu sais, normalement, je pense que l'éducation, ou le ministre, ou le bidule, hein, devrait être au devant de la société en disant « Hey, guys, il s'en vient ça, là. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant avant de rentrer dans le mur? » Mais on n'est pas dans cette philosophie-là. Non, je le sens pas du tout, là. On est réactif plus qu'actif. Oui, regarde, je vais te dire, ma classe, c'est triste d'avoir abandonné ça parce que c'était notre Google Education pour nous ici. J'étais dans les ambassadeurs, je suivais ça. J'attendais que ça évolue, puis ils n'ont pas été assez patients, ils ont coupé au mauvais endroit. On voulait notre plateforme éducative.
Là, on vient de se tirer une balle dans le pied puis on donne tout à Microsoft puis à Google. C'est désastreux, là. Manque de vision? Total. C'est comme quelqu'un qui essaie de créer un réseau social puis qui pense du jour au lendemain parce qu'il a mis en ligne une plateforme que tout le monde va y aller. Ça se construit avec le temps. Puis moi, ce que je disais toujours par rapport à ma classe, c'est actuellement, pour se connecter à ma classe, la machine, tu te connectais avec ton fournisseur, ta plateforme éducative, tu rentrais là-dedans. Si la plateforme ma classe pouvait envoyer l'information par la suite à ta plateforme, pour moi, ça, c'était le game changer qui faisait en sorte que je laissais tomber Google Classroom automatiquement parce que tous les outils étaient là, on avait tous les moyens. Classroom ne permet pas d'avoir la discussion dans les deux sens. Lui, il nous le donnait. Nos données restaient ici. On avait tout, mais pas assez de patience. Pas assez de patience. Et trop d'argent déjà d'investi. On vient de perdre 10 millions, là. C'est triste. C'est vraiment triste. Et puis, c'est plate parce que tu t'assistes à des formations, tu assistes à des ateliers, tu te dis, hey, regarde ça, c'est the next big thing qui s'en vient. Puis là, malheureusement, tu le perds. Il y a un téléphone qui joue. Fait que non, c'est ça. On perd. Mais parce que tu as un point, là, t'as un point à laquelle je n'ai pas pensé, c'est 10 millions pour la construction de la plateforme. Mais c'est des gens qui ont été en formation. Les ambassadeurs, tu parles des ambassadeurs, il y en avait quelques-uns. Là. On était plusieurs. Là. Oui. Je l'ai été au début. Mais c'est une perte de temps. Là. On a perdu ce temps-là. Puis là, l'idée, vous dire, amenez vos profs là-dedans, exploiter les outils. Les outils étaient là, on était tous prêts à le faire. Mais c'était pas fini, on n'était pas rendu. Puis là, ils ont tiré à la blog au mauvais moment. Pour revenir à l'IA, oui. Tu pars d'ici avec quoi? Alors, je pars d'ici encore avec beaucoup d'aspiration. J'attends la deuxième partie pour aller voir, chercher des pratiques. Parce que c'est pas mal la même chose qu'on voit depuis que je suis technopède. Là, je vois que l'intégration du numérique nécessite toujours les mêmes éléments. Mm-hmm. De la formation, du temps, de l'investissement, débloquer le réseau, etc., etc. Fait qu'on est encore dans la même chose. Là, c'est juste que la machine est drôlement plus efficace et drôlement plus intéressante. Oui. Moi, là... Ou épeurante. Ça dépend de ton point de vue. De mon point de vue, moi, je la vois comme très intéressante. Puis pour les profs, ben oui, épeurante pour les profs, parce qu'on pense à Notebook LM, qui est là, qui transforme ton contenu de cours. Tu prends ton matériel scolaire, tu le mets sur la plateforme, puis tu as un podcast, tu as un prof, tu as Gemini, où tu mets ta caméra, ta vision, puis que la machine te dit « Oh, tu as fait une erreur dans ton calcul mathématique. Voici comment tu vas faire ça, puis voici quelques exercices pour t'améliorer. » On est encore une fois, l'outil nous permet d'aller beaucoup plus rapidement. Il y en a qui pensent que le prof n'est pas à risque. Moi, je pense que le prof est à risque parce qu'avec la formation à distance, si j'ai un Gemini puis j'ai un Notebook LM qui est capable de m'accompagner, tu as besoin d'un prof encore. Mais c'est peut-être pas pour tous les profs, pour tous les élèves. Moi, mettons, je suis élève demain matin, je fais une formation, j'aime ça voir les gens puis jaser. Ah oui. Mais tu as raison, on va peut-être avoir un 10% d'élèves qui vont dire écoute, ciao, bye, moi j'ai tout ce que j'ai besoin. Ma spécialité, c'est le mind mapping, les cartes mentales. Puis je trouve que c'est un outil qui est génial que la machine ne peut pas remplacer parce que c'est l'élève qui doit la créer, cette carte-là. Puis que tu la fasses avec un iPad ou que tu le fasses sur un crayon. Tantôt, on a fait l'exercice, je l'ai fait tout avec mon panneau puis avec le crayon. Toute la connaissance qu'on a mentionnée, j'ai regroupé l'information. Puis par la suite, avec ce tableau-là, j'ai été capable de redire tout ce qu'on s'est dit, tout l'échange, mais avec des mots-clés. Mais ça, c'était juste mon intelligence, puis ma collaboration, puis la façon d'être capable d'énoncer, de dire les informations qui démontraient que j'avais comme intégré ça. Ce qu'une intelligence artificielle ne fait pas encore. Mais ils sont capables de générer des mind maps. Tu rentres ton thème, mais c'est pas ça qu'on a besoin d'un mind map, parce que la mind map sert à permettre à encoder l'information dans ton cerveau. Puis la machine peut t'en générer, mais tant que toi, tu ne l'as pas géré, associé avec des images, avec faire des liens, la machine ne peut pas faire ça. Donc, la connaissance est encore importante, là. Je doutais, mais oui, elle est essentielle. Un élément qu'on a mentionné, c'est que pour être capable d'avoir du jugement critique, il faut que tu aies des éléments de base. La connaissance, elle est là. La carte mentale est magnifique pour ça parce qu'elle permet d'organiser l'information facilement puis t'en souvenir facilement. Mais c'est ça. Pour le brainstorm, j'ai plus besoin de carte mentale pour faire un brainstorm parce que je peux demander à la machine directement, génère-moi ce que j'ai de besoin. Mon instruction que je vais lui donner, elle va être de plus en plus détaillée. Fait que plus je détaille mon instruction, plus c'est efficace comme système, puis plus elle va me donner un produit que je cherche. Là. Fait que, exact. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Ça me fait énormément Bonne fin de journée. Yes, sir. Bye. Donc, présentement, je suis avec Michel Fournier, directeur adjoint au secondaire. Directeur adjoint. Isabelle Ritchie, enseignante en première année. Sylvie Kimpton, enseignante 6e année.
pour la CSRDN. Et jusqu'à maintenant, votre journée, comment ça se passe? Incroyable. Ça permet vraiment là, d'aller se questionner par rapport à toute cette bête-là. Parce que là, aujourd'hui, le thème, c'est un peu les dragons, mais c'est vraiment une immense bête qu'on apprend à apprivoiser. Donc, c'est vraiment intéressant. Là, puis d'essayer d'avoir un regard d'ensemble là, sur autant par rapport aux élèves, les enseignants, même les directions, les parents. Donc, c'est vraiment très, très instructif. Avec les CP aussi. Oui, les CP, c'est vrai, j'aime bien les CP. C'est beaucoup de partage, beaucoup d'informations, beaucoup de cultures différentes, confronter les idées nouvelles et tout, et comment on le prend, de quel bord pour Travailler avec ça. exactement, pour faire équipe avec. Moi, je trouve ça très enrichissant. J'aime beaucoup la façon dont s'exprime le panel. Ils sont allés chercher une belle diversité de personnes qui amènent leur connaissance à leur façon. Donc, vraiment, c'est une belle idée. Puis de voir des gens de partout dans la région, ça aussi, c'est très inspirant. On repart avec quoi, là? Tu sais, je veux dire, il y a un après cette journée-là. Là, vous savez, vous êtes déjà allé dans des colloques, là, on est tout le temps primé. Permettez-moi l'expression, mais on repart avec quoi, là, après cette journée-là? On repart, mon Dieu, avec plein d'idées à amener dans notre milieu. On veut être des agents contaminateurs, donc on espère que les idées vont faire du chemin puis qu'on va contaminer le maximum de gens là, embarquer avec nous puis à s'engager avec nous. Là. Avoir les gains, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, comment on travaille avec, mais c'est surtout le gain à aller chercher avec, tu sais, de partager l'information. Vous êtes au primaire? Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle au primaire? Bien, pour aider à planifier, organiser, on profite de l'intelligence artificielle pour créer, pas créer des évaluations, mais créer des contextes d'apprentissage pour les mettre en situation de l'intelligence artificielle, de collaboration envers les élèves. Autour de ça, mon idée n'est pas tout à fait au point encore, là, de toute façon. Là. Non, mais quand c'est nouveau, à un moment donné, on ne sait pas tout ce qu'on peut faire avec. Là. Exact. Bien, je pense qu'au primaire, c'est différent. Mme Ritchie, ici avec moi, elle travaille en première année. Je pense pas qu'elle peut. Avec ses élèves, c'est plus difficile de rendre ça moins concret. Moi, je suis en 6e année. Tranquillement, pas vite, j'essaie d'initier mes élèves à ça, mais à ma façon. Là. Il va vraiment très tranquillement. L'intelligence artificielle, c'est pas juste ChatGPT non plus. Donc, c'est ça. Fait on y va plus au niveau pour moi. Présentement, l'intelligence artificielle me sert à moi. Mm-hmm. Oui, puis sinon, c'est de développer aussi le sens critique à l'enfant. C'est surtout la base à instaurer, en fait. OK, non, mais c'est une affaire de plus qu'il faut apprendre aux enfants. On le fait déjà, de toute façon. Là, je veux dire, c'est juste que c'est un outil de plus à intégrer. On les amène déjà à se questionner, donc c'est juste c'est un autre moyen, c'est un autre médium plutôt avec lequel on va travailler. Et côté direction d'école, comment on voit ça? Est-ce que vous en servez dans votre pour écrire des courriels aux profs, aux parents? Non, c'est bon? Oui, quotidiennement, je veux dire. Puis des fois, c'est juste générer une idée ou améliorer quelque chose. Un courriel, des fois, on l'écrit, puis il me semble que j'ai pas d'idée, tu lances ça, puis c'est intéressant, j'avais pas vu cet aspect-là, puis là, on développe là-dessus. Mais il faut toujours, c'est pas juste de lancer l'idée, le prendre, puis l'envoyer tel quel. Non, c'est pas du copier-coller, il faut avoir quand même une réflexion. Mais en même temps, le temps que vous preniez avant à réviser le courriel, est-ce que c'est le bon mot que j'utilise là? C'est-tu vraiment ça? Parce que lorsqu'on se parle, on voit le non-verbal, il y a le clin d'œil, le smiley, si on veut, là, tu sais, c'est facile, mais quand on écrit, il faut choisir les bons mots. Non, effectivement, c'est sûr, ça nous amène... il faut choisir les bons mots, mais des fois, c'est lui qui nous l'amène, pour dire, mon Dieu, j'aurais pas pensé à ça moi-même. Fait que des fois, c'est intéressant, puis des fois, ça l'est pas, puis on jette, puis on dit, je vais le faire par moi-même. Donc, on se revoit dans une nouvelle journée, peut-être l'année prochaine, j'imagine? Assurément. Oui, absolument. Excellent, merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci. Alors, j'ai avec moi... Margarida Romero. Tu fais quoi, Margarida? Je fais de l'enseignement, je fais de la recherche et un peu de gestion pour que cela fonctionne. Excellent. Et Normand Roy. Normand, tu fais quoi? Je suis professeur à l'Université de Montréal également, enseignement-recherche, et on s'intéresse tous aux innovations en éducation. Ouais. Vous avez passé une belle journée? Excellente. Qu'est-ce qu'on retient de cette journée-là? En fait, première chose que je retiens quand même, c'est intéressant de voir que les gens s'intéressent à l'IA en éducation. C'est des gens qui sont préoccupés. Puis la diversité des milieux, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a du monde d'un peu partout au Québec, en fait, et des directions déterminantes, des conseillers, des enseignants. Je trouve ça important qu'on s'intéresse à tous les paliers à l'IA en éducation. Et là, vous travaillez avec l'IA depuis un bout, vous faites des recherches un peu. Pourquoi?
Une des raisons de travailler avec l'IA, c'est aussi comprendre comment nous, humains, apprenons. Donc, en 2008, un des travaux que je faisais, c'était modéliser des systèmes experts. Donc, OK. c'est beaucoup plus pénible que l'usage en tant qu'utilisateur que d'une IA générative. Donc, on modélise des connaissances, on fait un modèle de l'apprenant, même si très basique. Et à partir de ça, on essaye toujours de soutenir les apprentissages. Et aujourd'hui, si vous aviez un message à passer aux participants, là, tu sais, on arrive et on dit, si vous devez retenir ça, c'est ceci, qu'est-ce que ce serait? Ben, si on avait retenu quelque chose, en tout cas, c'est de se former, je trouve ça important. Là. Dans ce qu'on entend le message partout, je ne dis pas de tout comprendre de l'IA, mais c'est clair que c'est là pour rester dans une certaine mesure. Puis si on ne la veut pas, l'IA, il faut se former pour comprendre où on la veut pas et où on la veut. Et une chose à retenir, garder l'humain au centre. L'élève, l'apprentissage, ça reste quand même notre clé centrale. Donc, que ce soit de l'IA, un tableau blanc numérique, un iPad, là, ça n'a pas d'importance. Là. L'humain au centre, puis après ça, de se former pour essayer de comprendre qu'est-ce qui gravite autour de notre humain, qui est notre élève. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait retenir là? Oui, en complément de cela, parce que j'adhère complètement, c'est les côtés réseautage. Donc, on voit ici des communautés qui sont tissées serrées entre les différences personnelles du système éducatif, entre les enseignants. Et je pense que c'est un élément très important, notamment face à une innovation dans laquelle il y a beaucoup de possibilités de développement et on doit prendre des décisions pour la mener là où nous voulons la mener. Vous savez que le monde de l'éducation est assez réfractaire au changement. On parle même de l'éthique en éducation. Là, on sait que ça fait 20 ans, puis il y a encore des profs qui ne savent pas comment que ça fonctionne. On va rentrer dans un mur avec l'IA, là, clairement, ça va faire mal. Ah, je sais pas moi, je suis techno-optimiste. Là. Je vais quand même être moins négatif que ça. Mais c'est vrai, là, il y a un prof, il y a longtemps dans ma formation, qui avait dit il y a deux choses qui ne changent pas dans la société, l'Église et l'école. Donc, c'est les deux choses qui changent le plus lentement, en fait, dans une société. Effectivement, si on regarde les photos de classe, hein, ça n'a pas changé énormément. Ouais. Mais, tu sais, l'IA, là, elle a quand même elle a une facilité à s'adapter. On a eu quand même Internet qui est arrivé, Wikipédia. On peut en nommer plein d'innovations qui sont arrivées, puis nos enseignants sont merveilleux, nos élèves sont merveilleux. J'y crois fondamentalement, en fait, de ça. Donc, je pense vraiment qu'on est capable de s'adapter. C'est sûr que, comme dans tout, on va devoir s'ajuster, mais c'est le propre du milieu de l'éducation quand même. C'est le terrain, là, pour moi. Ouais. Et pour toi? Oui, tout à fait. Et puis, je fais l'éloge du mammouth. Donc, c'est la métaphore qui est utilisée en France pour parler du système éducatif. Un mammouth, il est lent. Il faut le pousser un peu pour qu'il bouge. Il fait les choses de manière un peu pas très douce, toujours. Et puis, je trouve que c'est bien qu'à l'éducation, on n'adopte pas tout de suite et qu'il y ait des personnes qui soient critiques. Parce que ça nous permet également de dire, voilà, on a des techno-optimistes, on a des personnes qui se lancent et on a vu des très beaux projets là, initiatives, donc qui sont déjà développés dans différents milieux. Et je trouve que c'est quand même intéressant qu'il y ait des personnes aussi qui se posent des questions sur la pertinence, sur les risques par rapport à la protection des données, etc. Donc, voilà, je pense que le fait que l'éducation n'aille pas si vite que d'autres milieux, c'est aussi un élément protecteur. Tout à fait d'accord, en fait. Là, oui, parce que effectivement, tu sais, je suis techno-optimiste, je vois le positif, mais je ne suis pas techno-naïf. Là. Je sais que les enjeux qui ont été nommés sont importants, on doit se former, on doit comprendre, mais je suis 100% d'accord. Je ne sais pas pour rien je travaille avec Margarida, que j'adore travailler avec elle, on se complète bien, mais cette idée-là quand même que il faut quand même réfléchir, c'est nos jeunes qui sont là, mais les jeunes qui sont dans nos classes, c'est ceux-là qui vont être demain, qui vont prendre nos décisions à notre place, puis qui vont prendre des décisions pour la société de demain. Donc, c'est important quand même de bien réfléchir à ce qu'on veut, qu'on souhaite dans nos classes. Mais vous ne trouvez pas qu'en éducation, on est toujours en réaction? On ne devrait pas plutôt être en action, c'est-à-dire que justement, on pourrait avoir des chercheurs, des universitaires, des experts qui disent « OK, gang, je vais mieux vous avertir, là, dans 5 ans, là, l'IA là, est dans vos classes. » Je donne un exemple. Là, 5 ans, ça aurait dû être ça, mettons. Puis, vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne pensez pas qu'on devrait être en avance surtout? Là, j'ai comme l'impression qu'un côté budget, là, on a parlé aussi d'écologie. On ne comprend pas encore qu'une recherche sur Google, ça coûte cher en énergie. Là, mais vous ne pensez pas qu'on devrait être en avant de ça? On est toujours en réaction? Moi, je pense que c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des initiatives très innovantes dans les milieux. Et après, par exemple, dans les cas que maintenant je connais mieux, la France, il y a quand même une volonté du ministère de développer des outils propres, de soutenir des initiatives de start-up qui développent des outils souverains et avec une protection RGPD, donc équivalent loi 25 sur la protection des données. Et le fait qu'il y ait des initiatives donc, qui sont initiées aussi au niveau gouvernemental et des initiatives, des pratiques enseignantes qui sont dans les terrains et encouragées.
doit nous faire penser que non, on n'est pas qu'en réaction. Il y a aussi énormément d'innovation et d'encouragement à l'innovation dans les différents milieux éducatifs. OK. Ouais, ce que je pourrais ajouter, en fait, tu sais, l'école, là, c'est une micro-société. Là, on est d'accord là-dessus. Puis si on regarde la courbe de Roger, là, tu sais, il y a toujours des early adopters, là, ceux qui vont adopter très, très tôt, t'as ceux qui vont adopter très, très rapidement. Mais tu sais, tu as parlé d'un mammouth, je parlerais quasiment d'un troupeau de mammouths. Là. Donc, c'est-à-dire qu'on a celui qui est en avant, celui qui est en arrière, celui qui protège. Donc, on a ça dans notre écosystème des écoles. Hein. On en a qui sont des early adopters. Il y en a qui font des choses très différentes. Là. On peut penser à Vanguard. Il y a des écoles qui font des choses différentes, qui brassent la cage de l'éducation. Il y en a d'autres qui c'est plus conservateur, effectivement. Donc, est-ce qu'on est si en retard? Ben, il y en a qui ont essayé rapidement. Je crois qu'on a un peu de tout. Je crois que c'est comme un écosystème complexe, là, l'école, parce qu'on a les chercheurs, mais on a aussi tout ce qui est milieu tiers. Là. Quand je suis allé en Europe, là, chez Margarida, justement, j'ai visité la maison de l'IA ou Terra Numérica, qui sont des organismes parascolaires, mais qui s'impliquent dans les écoles. Donc, nous, à Montréal, on en a là, le Musée des Beaux-Arts qui va dans les écoles. On a des organismes qui est de code jeunesse. On en a plusieurs. Donc, je pense que tout cet écosystème-là fait que il y a certains milieux qui sont en avance, d'autres qui sont en retard. Donc, j'ose croire qu'il y a quand même un certain équilibre, qu'on n'est pas que en retard. Puis ça fait comme une protection au système quand même, parce qu'effectivement, on ne veut pas avoir un tableau numérique interactif numéro 2, là, je veux dire, qu'on l'implante partout parce qu'on pense que c'est la bonne chose. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est juste que ça a pris 7 ans pour après ça s'appuyer et se dire c'est quoi les bonnes pratiques, alors qu'on aurait peut-être dû faire entre les deux. L'IA nous a pris par surprise. Ouais. On a quand même eu un gros choc électrique d'un seul coup. La boule de cristal était peut-être là surprenante parce que ChatGPT a surpris beaucoup de monde dans ce cas-là particulier. Mais je trouve qu'on réagit vite, entre guillemets, pour le système de l'éducation, ou du moins pour notre ça. Mais des journées comme aujourd'hui, ça démontre quand même qu'il y a un intérêt à réagir et de le faire. Là. Donc, on le voit, là, ça bouge à la vitesse d'un système éducatif. On a une grosse journée. Je vais vous laisser profiter de votre fin de journée. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Un panel incroyable en plus. Vous avez fait une conférence. En plus, tu as fait une conférence, Margarida. Tu as fait partie du panel. Normand, vous avez été vraiment incroyable. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Merci de votre participation et bonne fin de journée. Merci beaucoup. À toi aussi. Merci. Bye-bye. Marie-André Croteau. Pierre Gagnon. La journée est terminée. Oui. Comment ça s'est passé? Tu as aimé ton expérience? Tout le monde était là? C'était cool? J'ai tripé. Oui. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis, je pense que ça a paru puis que ça s'est transmis. J'ai l'impression, avec les commentaires, que les gens ont eu beaucoup de plaisir aussi. Puis qu'en même temps, ben, on est reparti ressourcés. On a plus de questions. Ça, c'est positif pour moi parce qu'on est reparti, on est venu chercher de l'info, puis on repart avec d'autres questions, donc on va construire encore plus. Initiative? Oui. Ça part d'où? Comment ça, tout d'un coup, Marc-André et toi, vous avez dit « Ah, on va faire une journée. » Parce que l'IA, elle est là. Puis, on a fait face tous les deux, puis on fait face à tous les jours en tant qu'éducateur ou personne œuvrant en éducation. On fait face à cette chose-là que je ne nommerai pas une menace, une possibilité, une opportunité peut-être. Et des fois, on fait des discussions comme ça où on est fâché puis on se dit, ben au lieu d'être fâché, on n'est pas un arbre, nous, on peut bouger. Donc, allons-y, bougeons, faisons quelque chose. Puis, ce qu'on a ressenti, c'est qu'il y a des gens qui vont super loin là-dedans dans l'utilisation, mais on a besoin de repartir de la base. Réfléchissons, nommons ce qui se passe en dessous pour aller plus loin. Un peu comme je le disais dans l'atelier de développement, nommons les choses au départ. C'est quoi les besoins, c'est quoi les inquiétudes, puis à partir de là, on est capable d'aller plus loin. Donc, c'était l'objectif. Tu es directrice d'école. Dans ton milieu, est-ce que tu en parles beaucoup de l'IA ou les gens ont peur de ça parce qu'ils savent un peu, tu sais, je veux dire, tu es quand même connu, là, puis ils savent que tu es assez techno et tout ça. Mais est-ce que ça fait peur en partant? Oui et non. Dans le fond, je suis dans une école primaire. Hein, donc, présentement, l'IA n'est pas tant une question ou un doute ou une menace ou quoi que ce soit parce qu'on a d'autres enjeux, je te dirais. Mais par mes expériences passées, ce que tu dis est vrai. Les gens savent que je suis très techno puis que je vais aller loin là-dedans. Par contre, je pense pas que je représente un danger puis qu'on a peur parce qu'on pense que je vais pousser ça. C'est pas dans ma nature de pousser les choses, mais plutôt de tenter de comprendre puis de faire en sorte que les gens y adhèrent si ça répond à leurs besoins, comme tout autre outil. Parce qu'au primaire, j'étais un prof de primaire, on l'utilise beaucoup plus pour créer des choses que pour faire participer les élèves. Donc, la réalité est différente que ceux du secondaire. En fait, je ne voudrais pas être prof de cégep ni d'université, mais est-ce que tu vois des belles avenues au primaire? Pour les enseignants, beaucoup. Pour de la création de matériel, pour de l'adaptation de matériel aussi.
On l'a nommé, mais pas tant que ça, la différenciation puis la possibilité d'avoir un parcours adapté à chaque élève, adapté là, dans différents sens, autant pour les intérêts que pour le niveau de difficulté ou des fois des besoins particuliers. Des élèves qui sont non-voyants, qui ont une difficulté d'audition, tout comme d'autres difficultés, l'IA va nous permettre d'aller adapter nos contenus et tout ça plus facilement pour ces élèves-là. Est-ce que c'est développé? Pas tant. Il y en a qui l'utilisent beaucoup, mais encore une fois, il faut se questionner sur l'intention puis comment on l'utilise. Tu as utilisé dès le début le mot menace, que c'était un dragon qui était au-dessus de nous autres et tout ça. Je t'ai dit pourquoi ça j'aimais pas entendre le mot menace, parce que je me suis dit il faut attendre un peu puis comprendre la patente. Est-ce que tu penses que, tu sais, on est très réfractaire en éducation. D'ailleurs, les technologies, tu sais, on a travaillé ensemble sur certains dossiers et tout ça. On est encore en arrière et tout. Ouais. On n'est pas prêt de passer à l'IA demain, là. Ça va-tu prendre une autre catastrophe pour qu'on soit obligé de le faire? Je sais pas. On n'est pas prêt. On est dedans, en fait. On est déjà dedans. On l'utilise, comme je disais en début de journée, depuis la fin de la Deuxième Guerre, on l'utilise. On est déjà dedans, mais est-ce qu'on l'utilise encore? On l'utilise efficacement, adéquatement? Non. Puis ça dépend des gens aussi. Ça dépend des milieux. Puis de toute façon, est-ce qu'il faut l'utiliser? Pas nécessairement. Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Il y a 3 petits points à ma question parce que moi, je pense pas qu'on doit l'utiliser à tout prix, mais je pense pas qu'il faut s'en empêcher non plus. Mais c'est adapté pour certaines situations, pour certaines tâches, peut-être pas pour d'autres, mais il faut pas qu'on sente que, bon, là, comment je vais utiliser. La technologie, c'est ça. On avait des ordi, des iPads. Bon, comment je vais l'utiliser? Non, attends. Quelle est ton intention? Maintenant, sache que cet outil-là peut t'amener aussi loin que ça ou aussi profond que ça. Oh, OK, ben là, mais il faut partir de l'intention toujours pédagogique avant d'aller utiliser l'outil. Hey, ça peut l'augmenter jusque-là. Je vais aller l'exploiter à ce moment-là. Au début, complètement au début là, de la journée, tu as dit que tu avais recueilli des données des participants. Oui. Ils avaient répondu à des questions, tout ça, puis tu avais demandé à l'IA justement, un outil quelconque, de démêler tout ça, de faire des graphiques et tout. Et tu as dit, je me sens pas mal de l'avoir utilisé. C'est pas drôle de dire ça. Tu te sens pas mal, tu n'as pas triché personne, tu as facilité ta vie. Pourquoi on... C'est pas un peu québécois, ça, genre de se sentir mal ou de dire... Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que c'est québécois, puis c'est même propre au milieu de l'éducation, je Ouais. trouve. On se sent mal parce qu'on est des humains, puis on sait que c'est important, l'humain, puis dans l'éducation encore plus, hein, la relation avec l'élève. Puis en passant, on ne sera jamais remplacé par des robots. Hein? OK? L'IA ne nous remplacera jamais. Parce que nous, il y a beaucoup de choses qu'on a et qu'elle n'a pas. Par contre, c'est un bel outil, effectivement. Et moi, je me sens pas mal de l'utiliser dans certains contextes, puis je vais le dire que je l'ai utilisé. Dans mes études, je l'utilise. La ressource professorale nous y encourage, pourvu qu'on l'utilise adéquatement puis qu'on précise comment on l'a utilisé. Parce que demander à l'IA, comment tu pourrais améliorer telle chose? Comment tu me permettrais de mieux connaître telle chose? Ou comment je pourrais mieux informer quelqu'un? Je ne demande pas l'information. Comment je pourrais mieux l'informer? Quelles questions je devrais me poser pour préparer telle chose? Donc, il y a une façon d'utiliser l'IA, puis là, je parle d'IA générative, pour efficacement faire notre travail, mais demeurer humain. Et il y a un sujet qu'on a abordé, c'est l'écologie. Hein, ça a un coût énergétique, utiliser les internets, disons ça de même, là, parce que même nos courriels, des recherches sur Google, ça prend beaucoup d'énergie et tout. On n'est pas encore à l'affût de ce que ça coûte. Merci d'avoir apporté ça pendant ce... Là, je te remercie pour vrai, parce que c'est vraiment... Non, mais c'est vraiment quelque chose qu'on oublie. Ah, c'est le fun, c'est super, puis on lui demande plein de patentes, mais finalement, ça coûte 22 cruches d'eau. Là. Je veux terminer en disant, je veux te remercier, te féliciter pour cette journée-là. Ça a été vraiment génial. Je sais que quand vous faites quelque chose, je vous connais, Marc-André et toi, vous faites rien de normal. Et on aime ça, d'ailleurs. Traditionnel. Non, mais on aime ça, l'animation. Merci, c'était drôle, c'était bon, c'était génial. Et puis, continuez. Mais j'espère qu'il y aura une deuxième version. Tu as dit tantôt, tu nous as aiguillé un peu. C'est dans les plans? On a une deuxième version en préparation, puis même une troisième là, qui est sortie aujourd'hui. On va voir jusqu'où on se rend.
mais c'est sûr qu'il y aura toujours de la place pour discuter. Puis justement, faire les choses non traditionnellement et en parallèle, mais c'est nécessaire, ça prend ça. Puis ben merci à toi d'avoir été là. Puis pour tout ça, ce que je reçois, c'est de l'amour. Puis on est juste nous-mêmes là-dedans. En éducation, c'est le secret, je pense, d'être nous-mêmes, de ne pas vouloir changer qui on est. Puis on arrive à des belles choses. Quel beau mot de la fin. Merci Marie-André. Merci. Merci Pierre. Bye.